merci d'être parmi nous dans une nouvelle édition de votre émission Guyane Vivre Ensemble, toujours sur l'histoire de nos compatriotes guyanais d'origine vietnamienne. Avec nous, docteur Dedobon, Christelle, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a parlé des moments, des années de gloire, entre guillemets de gloire, des projets qui étaient, c'est-à-dire préparés pour les établissements pénitentiaires spéciaux pour les Annamites, les Vietnamiens. Et je voudrais qu'on commence par l'arrivée du Front populaire en France. Je sais qu'en France, c'était un moment de joie, d'espoir, c'est-à-dire de promesses, voilà. Quel est le retentissement de l'arrivée du Front populaire pour l'avenir de nos amis vietnamiens qui étaient au niveau du BAN? Oui, alors on est là en 1936. Le Front populaire a créé un vent d'espoir, forcément pour les prisonniers politiques. Et à Poulot-Condor, dont j'ai parlé depuis le début, un tiers des prisonniers strictement politiques a quand même été libéré, ce qui est assez considérable. Le problème, c'est qu'en Guyane, nos prisonniers politiques étaient présentés comme des prisonniers de droit commun. Or, le Front populaire voulait bien libérer les politiques, mais là, quel était le statut de cela? Donc, ça a été très compliqué. Ils avaient bien connaissance, évidemment, dans l'administration de Linini, d'une centaine de personnes semi-politiques, mais il leur était très difficile de distinguer parmi ces personnes, surtout en Guyane. La Guyane n'avait pas le dossier judiciaire, ils avaient simplement le dossier pénitentiaire. Ils ne savaient pas pourquoi vraiment avaient été condamnées ces personnes-là. Donc, quand même, le Front populaire a décidé de libérer, c'est pas grand-chose, hein, sur 90, ou il y avait peut-être 90 encore en 1936 politiques, de libérer 19 politiques parmi ce convoi-là. Et sur ces 19, 3 étaient déjà morts. Une personne était évadée, fugitive, donc peut-être morte aussi. Une autre était en fait de l'administration pénitentiaire. Donc, ça faisait finalement que 14 personnes de l'EPS, 2 de Saut-Tigre et 2 de Cricanguille, qui ont été concernées par les grâces. Et là, je parle de grâces. Hein. D'accord. C'est-à-dire que les personnes, non seulement pouvaient quitter l'EPS, mais elles pouvaient quitter la Guyane et être rapatriées directement chez elles. D'accord. Et pendant cette période-là, depuis 1931, est-ce qu'il n'y avait pas de révolte? Parce que quand même, il y avait des gens de politique qui ont vécu, c'est une histoire de militantisme au niveau de Vietnam et tout. Est-ce qu'il n'y avait pas un moment où ces Vietnamiens, ils en avaient assez, ils voulaient faire une révolte bien structurée et tout, et c'est-à-dire sortir du BAN? Oui, alors il y en a eu plusieurs en fait. Là, on parle de la période avant 1936, hein, c'est ça? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu une première, donc, dont j'ai parlé à Cayenne même, au pénitencier de la Pointe-Buzaret. Il y en a eu en 1932 sur la question encore de vivres et de paquets de cigarettes à la Cricanguille, mais mine de rien, ça compte. Ils ont eu gain de cause. Il y en a eu en 1933 à la Forestière, où a été débusquée une cellule communiste, et qui, alors elle est importante celle-là, parce que c'était effectivement un vrai communiste chevronné qui avait rallié autour de lui une vingtaine de personnes qui se retrouvaient au réfectoire de la Forestière, qui faisaient des réunions, etc. Et cette cellule a été débusquée, les meneurs ont été j'allais dire emprisonnés, ils étaient déjà tous emprisonnés, mais ils ont été mis dans les cellules réclusionnaires, c'est-à-dire dans les cachots. Et puis cette cellule s'est reconstituée autour d'un nouveau communiste. Elle a été à nouveau dissoute et elle s'est renouveau constituée. Enfin, c'était... Parce qu'il y avait une histoire d'un domestique qui travaillait chez le gouverneur de Guyane. Ah oui. Alors là, voilà, on aimerait bien écouter. Alors là, c'est beaucoup plus tard. Ça, c'est en 37-38. Là, c'est la plus grande grève qui ait été faite à la Cricanguille. Là, c'était la Cricanguille. Il y a eu donc des épisodes successifs de grève du travail et de la faim, mais la mère de toutes ces grèves a eu lieu en 1937. Et justement, c'est en relation directe avec le Front populaire. Parce que, on a bien compris, 12 personnes
de Cricanguy ont été libérés du jour au lendemain. Non seulement libérés, mais ont pu être rapatriés. Donc, on imagine l'état d'esprit de ceux qui étaient restés à Cricanguy, sur le mode, mais pourquoi pas moi? Pourquoi eux et pas moi? Donc, 1 an, jour pour jour, après la libération du Front populaire, il y a eu un mouvement de révolte très important à Cricanguy. 160 personnes qui ont refusé de s'alimenter et de travailler. C'est énorme parce que Cricanguy, à cette époque-là, avait 250 prisonniers. Et le chef d'orchestre, l'instigateur de cette révolte-là, était un évadé de Cricanguy, un instituteur qui s'appelait Bang et qui se trouvait d'abord à l'usine La Mirande, ensuite au village chinois, où il a noué des contacts utiles avec des libérés du village chinois. Et c'est là que c'est le plus extraordinaire, il s'est retrouvé au Chalet Bourda, qui est donc la résidence du gouverneur, oui, où il se faisait passer pour un domestique anamite. Et vous savez, avec cette espèce de cécité des personnes coloniales, se disaient, oui, c'est un anamite, il ne voyait pas la différence entre lui et le cuisinier. Et en fait, il a orchestré cette grève qui a duré plusieurs semaines, même plusieurs mois, et sporadiquement même 1 an et demi, à Cayenne même, depuis le Chalet Bourda. Et ça aboutit sur quoi ces différentes, c'est-à-dire ces révoltes? Est-ce que, j'imagine, il y avait des révoltes pour améliorer le quotidien? Oui. Notamment la bouffe, l'alimentaire. Oui, beaucoup. Mais est-ce que, c'est-à-dire comme la dernière, c'est-à-dire révolte que vous venez de citer, est-ce qu'il y avait après des amnisties? Est-ce qu'il y avait des libérations? Là, c'était une révolte différente. Ce qu'il voulait, c'est la fin du doublage, c'est-à-dire qu'un horizon au moins se dégage, qu'ils se disent qu'après leur libération, ils puissent retourner. C'est ce qu'ils voulaient, la fin du doublage, parce qu'ils avaient vu leurs camarades repartir comme ça du jour au lendemain. C'était plus effectivement la même nature de grève, et cette grève a paralysé le camp de Cricanguy en réalité, parce que faut bien comprendre que sur 160 personnes, il y a eu une centaine de personnes qui ont été condamnées au cachot. Mais comme les cachots de Cricanguy étaient pleins, ils ont été saturés. Donc, c'était le poule au condor numéro 2. Ils ont dû subir cette peine à Cayenne. Donc, le camp a été paralysé. Ça veut dire que ce qui s'est produit, c'est que le bagne et les travaux forcés ont été considérablement ralentis en 37, 38 et presque une partie de 39. Donc, ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire saboter le travail. D'accord. Est-ce que pendant cette période-là, pendant toutes ces années-là, est-ce qu'il y avait des contacts, est-ce que les anamistes rentraient en contact avec la population créole locale? Est-ce qu'il y avait des échanges? Ou bien, c'est-à-dire c'était 2 mondes différents, l'Inini-Socloche, où il y a, c'est-à-dire les Vietnamiens, et après, c'est-à-dire la fine bande littorale, il vit sa vie comme, avec conseil général et tout. Alors, il y a eu sans arrêt des contacts, c'est ça qui est quand même impressionnant à l'époque où évidemment il n'y avait pas de réseaux sociaux, où ils étaient en plein milieu de la brousse, etc. Ils ont eu sans arrêt des contacts. Les fouilles montraient des contacts mais réguliers avec les officines communistes à Paris, avec les mouvements de gauche à Cayenne, et à Saint-Laurent aussi, en fait, sans arrêt, ça circulait. Comment? Toujours par l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils faisaient semblant d'être malades, et là, où étaient malades vraiment, et là, les billets circulaient. L'hôpital colonial Jean Martial, on parlait de... À Cayenne et à Saint-Laurent, l'hôpital de Saint-Laurent. Qui était géré par l'administration pénitentiaire. Voilà. Et là, véritablement, à cet hôpital était une plateforme d'échange, les 2 hôpitaux. Oui. C'était la page Facebook de l'époque, là où les gens peuvent se trouver de façon aussi naturelle et c'est aussi normal. Avec des complicités avec les infirmiers, etc. C'était le seul endroit, mais ils le profitaient. Puis c'était des gens organisés, en fait. Oui. Donc, ces réseaux-là ont été constitués. Avec la population créole, ce qu'on sait n'est peut-être pas très glorieux, mais on peut remettre ça dans le contexte de l'époque. Au tout début, à Tonnet-Grande en tout cas, à Cricanguy, au tout début, il y a eu énormément d'évasions. La première année, de 1931 à 1932, il y a eu presque 60 évasions. C'est énorme. Oui.
Et donc, c'est des Bushenenge asiatiques. Voilà, c'est ça. Mais Voilà. ils ne savaient pas où ils allaient. Oui. C'était des gens qui venaient des montagnes du Tonkin, Ouais. la forêt amazonienne. Ils ne savaient pas exactement. Donc, c'est vrai qu'ils sont, beaucoup d'entre eux, tournés autour du camp comme des malheureux, ou alors aller à Tonnet-Grande où ils pillaient les potagers pour survivre. Et c'est vrai qu'il y avait des chasseurs de primes. Je crois que c'était 400 francs par évadé qui était encaissable là au bureau de l'ININI qui était au Vieux-Port. Donc, les habitants des communes... c'est une activité pas lucrative pour les week-ends, malheureusement. Oui, au tout début. Après, je pense qu'ils ont réussi à trouver, justement par les concessionnaires, à partir du moment où il y a eu des libérés qui s'établissaient autour du camp en 1936, c'était beaucoup plus facile de s'évader et aller vers Cayenne. Il y avait une chaîne de transmission entre le camp, les libérés autour du camp. Après, c'est-à-dire le fleuve est arrivé sur... Oui, voilà. D'accord. Mais au tout début, ils étaient perdus. D'accord. Par la suite, c'est-à-dire l'établissement pénitentiaire elle-même, il a arrêté de prendre des nouveaux bagnards de métropole, du droit commun et tout. Et est-ce que, c'est-à-dire, quel est le parallélisme entre, c'est-à-dire, la continuité au niveau, c'est-à-dire des bannes pour les Vietnamiens et les bagnards du droit commun? Oui. On voit à quel point cette création des EPS dans les Nini était à contre-courant de l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. En 1931, ils en arrivent et le bagne est aboli, la transportation est abolie en 1938. On est dans la même décennie, en fait. C'est 7 ans après. Alors, je rappelle, la transportation, c'est les droits communs, la relégation qui était à Saint-Jean-du-Maroni, c'était pour les prisonniers récidivistes, et la déportation, c'était pour les politiques. Donc, en 1938, grâce à Gaston Monnerville, c'est la transportation de bagnards de droit commun qui est abolie. Ceux qui sont déjà au bagne, qui sont au bagne et qui purgent leur peine, doivent rester au bagne, mais il n'y a plus de nouveaux bagnards qui arrivent. Donc, c'est à contre-courant de l'histoire. Et l'autre élément important, c'est qu'en 1939, la fameuse loi du doublage, dont je parle depuis le début, est abolie aussi. D'accord. Donc ça change tout. Parce que tout le monde veut être rapatrié. Personne ne veut coloniser cette terre du bagne, en fait. Oui. Et si on se concentre, c'est-à-dire juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ces années-là, c'est-à-dire... les années, c'est-à-dire 37, 38, 39. Quel est le devenir c'est-à-dire des bagnards vietnamiens? Alors, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, j'en parlais tout à l'heure, Sautigre la crique Anguille est en pleine ébullition. Cette grève de 37-38 a eu des répercussions jusque pratiquement au déclenchement de la guerre en 1939. Le camp est à moitié paralysé. Le camp ne fonctionne plus normalement. Sautigre fonctionne à demi parce que Sautigre j'en ai pas parlé, mais Sautigre avait aussi de grands projets de désenclavement. Mais à partir de 1935-36, ces projets-là ont commencé à décliner parce que c'était trop gourmand, trop compliqué. Donc Sautigre était calme par rapport à crique Anguille, mais endormi, disons. Et le déclenchement de la guerre a été le coup de grâce pour les deux camps. Sur ce, c'est-à-dire on va c'est-à-dire se voir la semaine prochaine. On va commencer avec le début de la Deuxième Guerre mondiale et après les années 50 avec toujours notre doctoresse, docteur de Deban, qu'on remercie pour vraiment cet ouvrage. Cet ouvrage, c'est-à-dire le bagne des Anamites, je pense c'est une grande référence. C'est un travail qui a duré 12 ans. Et on a l'amitié de l'inviter lors de son passage ici à Cayenne. D'ici là, je vous souhaite bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée.